Bonjour, aujourd'hui je veux vous présenter un jeune auteur de la région qui a écrit 3 volumes. Il va nous parler de son processus d'écriture et des livres qu'il a écrits. Bonjour Carl. Bonjour. Bon, on veut un peu connaître le processus d'écriture parce qu'on n'est pas écrivain, ça fait que peut-être quelqu'un qui est mêlé à ça va pouvoir nous éclairer. Tu as écrit 3 livres. 2 romans d'amour et un roman un peu est-ce qu'on peut dire de science-fiction, Oui, on d'histoire? va dire science-fiction. Bon, science-fiction, histoire, un bon petit mélange, là. Bon, OK. D'abord, on voudrait savoir comment t'es venu le goût d'écrire ou l'instinct d'écrire. Qu'est-ce qui a suscité tout ça? Ben, pour commencer, ça a commencé vraiment avec les romans d'amour. J'avais dans le temps, bon, des traitements à l'hôpital pour ma maladie. Fait que pendant ces traitements-là, qui me duraient quand même une bonne partie de la journée, j'avais des idées qui sortaient. Donc, passer le temps, ben, c'était avec les feuilles que j'ai passé mon temps. Puis là, ben, là, j'ai mis mes idées sur papier, tout ça. Puis au fur et à mesure que les idées s'accumulaient, ben là, je relisais mes feuilles, puis bon, ça avait du sens, ça se tenait d'un certain sens pour monter une histoire. Donc c'est vraiment à partir de circonstances, d'événements plus durs comme ça que les émotions vont sortir dans mon cas. Puis à partir de là, ben là, j'écris souvent, puis ça me donne... ben là, dans ce cas-là, ça m'a donné à tout hasard que j'ai pu faire éditer. Puis pour le deuxième volume, ben là, ça a été une même circonstance. Encore un problème là, difficile qui est arrivé là, au niveau personnel. Puis bon, les émotions encore là reprennent surface. Puis dans mon cas, c'est de la façon dont je fonctionne là. OK. Mais c'est pas ton expérience que tu racontes, là. C'est quelque chose de complètement inventé. C'est quelque chose d'inventé. Il n'y a rien de personnel là, à moi dans les livres en tant que tel. Donc, ce que tu vivais, là, ça ne transparaît pas là-dedans? Non, ça ne transparaît aucunement. Et puis, au niveau, on se pose toujours des questions au niveau, je ne sais pas, études, préparation. En toi, ce qui te concerne, qu'est-ce que c'était exactement? Ben là, moi, j'ai eu une formation universitaire en histoire, au niveau aussi des archives plus historiques que les archives là, courantes. Donc, archives courantes, on va parler, mettons, archives d'un bureau, par exemple. Mais au niveau des livres d'amour, bon, il n'y a pas vraiment de faits historiques autres, mettons, que je pense dans le premier, là, qu'il y a quelques faits historiques que j'ai pu vérifier. Mais c'est surtout au niveau du troisième que là, j'ai pu mettre toute la contribution, mes connaissances en histoire là-dedans. Donc, vraiment, tous les faits qui sont dans le troisième, c'est des faits qui sont véridiques. On peut vérifier l'information, que ce soit sur Internet, dans différents livres. Les adresses aussi vont être les vraies adresses que dans le temps, les noms des rues, les noms des personnages. Donc, j'ai été vraiment faire une recherche approfondie à ce niveau-là pour pouvoir, pour que l'histoire, finalement, qui est pareil, une histoire de science-fiction, qu'elle puisse être crédible. Le moyen de transport de mon héros, c'est quelque chose qui peut être crédible aussi. Il faut juste un petit peu d'imagination. Mais c'est vrai, c'est crédible. Je reviens à tes 2 premiers livres. Quel a été le processus là, après l'écriture pour... je sais que ton premier livre, c'est une maison d'édition qui l'a fait paraître. Comment tu as procédé pour être capable de les rejoindre? Comment ça fonctionne? Ben, de ce que j'ai fait pour le premier, une fois que le texte a été bien étalé, tout ça, ça a été vraiment une recherche là, sur Internet pour trouver des maisons d'édition qui publient des nouveaux auteurs, qui ont aussi, parce que je cherchais surtout au niveau des redevances, parce qu'avec les maisons d'édition plus classiques, les redevances, bon, 20% à l'auteur, on garde 80% pour l'éditeur. Je cherchais quelque chose qui me donnait plus d'avantages. Et avec Première Chance, on donne un niveau de 90% à l'auteur, 10% à l'éditeur. Donc, c'était quelque chose de vraiment attirant. Il y a une bonne différence, effectivement. Puis là, ben, je suis entré en contact avec eux. On m'a dit que je pouvais présenter mon livre là, par voie électronique. Puis ensuite de ça, ben, j'ai été les rencontrer à Montréal.
Je me suis assis avec l'éditeur. On a parlé, on a eu une bonne conversation. On n'a pas parlé du livre. Ah non? Aucune minute. C'était vraiment la personnalité. Par après, il m'a rappelé pour me dire qu'on allait plus parler au niveau du livre, qu'est-ce qui allait arriver, tout ça, parce que il avait pris la décision de méditer. Donc, OK. il m'a demandé si c'était correct, si c'était toujours ça ce que je voulais faire. Puis, bon, ben, j'étais rendu que je t'ai édité. C'était super le fun. Ça a été fait, Ça a été fait en quand, 2013. ça? En 2013? En 2013, donc ça date quand même un peu, mais ça a été la meilleure expérience là, de ma vie du point de vue littérature. Parce que les autres sont auto-édités. Donc, c'est vraiment moi qui finance, c'est-à-dire le livre du début à la fin. OK. Je vais tout payer, la publicité, je vais payer aussi les frais d'imprimerie, tout ça. Mais le livre, il est vraiment de moi à moi de 100%. Au complet. Ouais. Je reviens à ta première expérience. Le nom de l'éditeur, c'est Première Chance. Oui, Est-ce que ça Première veut dire Chance. qu'il ne publie que des un écrivain qui publie un premier livre? Du tout. Première Chance, c'est vraiment le nom de la maison d'édition. Moi, j'ai demandé si tu parce que justement vous donnez une première chance aux gens. Oui. Il m'a dit que non, c'est tout simplement appelé Première Chance pour inciter le monde à faire affaire avec eux. OK. Mais Première Chance vont publier, par exemple, une Catherine Bourgault qui a écrit plusieurs romans. Là. Oui. Ah, OK. Donc, c'est vraiment varié, pas... OK. Ouais, c'est varié. Je pensais qu'à cause du nom, c'était un premier livre ça qui était va publié. inciter plusieurs auteurs à faire affaire avec eux, mais c'est pas nécessairement là, des auteurs qui en sont sûrement à leur premier livre. OK. Donc, celui-là est paru en 2013, le premier. Exact. Là. Le deuxième roman d'amour aussi. En 2015. En 2015. Quel est le titre? Peux-tu nous le rappeler? Le deuxième, c'est Les âmes sœurs. Les âmes. Donc, encore là, une histoire d'amour qui n'a pas de fait historique dedans. C'est vraiment des idées, encore là, que j'ai jetées sur papier, OK. rassemblées. Pour moi, ça se tenait, ça avait du bon sens. Donc, j'ai mis, comme on dit, un peu de chair autour de l'os pour donner un bon roman. Puis encore là, ben, ça part. Pour moi, c'est vraiment les émotions qu'il faut qu'ils parlent. Donc, c'était un. Comment j'allais dire? J'avais des circonstances particulières à l'époque. Donc, les émotions ont sorti plus facilement. Ça m'a donné là, un roman qui est plus volumineux que le premier. Oui. Ça a bien sorti. Ça sortit vraiment là, comme un film. Là. Donc, si je vois un film dans ma tête, je sais que l'histoire peut se tenir. Puis, ce qui est important, dans mon cas, c'est vraiment les personnages. Donc, si je ressens une bonne émotion, il faut que mon personnage puisse la ressentir. Si mon personnage pleure et que je pleure, c'est un bon indice comme de quoi que mon personnage là, il est crédible à certains égards. Il me vient à l'idée une question. Est-ce que toi, tu es un grand lecteur? Est-ce que tu lis beaucoup? Je lisais beaucoup dans mon enfance. J'ai arrêté plus de lire. Je suis plus de séries télé qui me donnent des idées. OK. Et rendu là, quand les idées reviennent, je me replonge souvent dans mes livres pour justement trouver des nouvelles idées, des nouveaux sujets à exploiter. Parce que à tout hasard, le roman d'amour, mais on va parler d'homosexualité à travers le roman. Donc, c'est des sujets là, que je veux parler. C'est des sujets qu'on entend parler aussi. Ouais, c'est des sujets qui sont d'actualité. De plus en plus, parce qu'au début, il était tabou. C'est un peu pour sortir ces tabous-là, en parler un petit peu, que je voulais là, les exploiter. Donc, celui-là en 2015. Et ton troisième, en quelle année? Celui-là, l'année dernière, donc en 2019, que j'ai fait le lancement au mois de mars. Ça a super bien aidé. J'étais vraiment satisfait. Là. Ça a été un de mes bons lancements là, que j'ai fait là, au niveau personnel, parce que là, je n'étais pas coaché par la maison d'édition. Donc, le précédent, le deuxième roman d'amour, ça aussi, c'est auto-édité. Hein? Oui, il est auto-édité. Ces deux-là, OK. Oui. Donc, le roman d'amour est vraiment là, à partir là, de Voyage en temps. Puis là, ben, ce Voyage en temps, c'est le premier volet de la trilogie. Donc, tu prévois en publier deux autres? Oui.
Et Celui-là, encore le là, sous- auto-édité. Celui-là, le sous-titre, c'est Whitechapel. Si les gens se rappellent de ce nom-là, c'était À l'histoire cause... de Jack l'Éventreur. Exactement. Donc, je me suis basé du petit quartier londonien en 1888 avec le fameux tueur en série de l'époque. Puis ben, ça, à partir de là, ben, j'ai pu remonter au niveau historique pour vraiment sortir des faits concrets, des noms aussi qu'on peut vérifier pour remonter là, dans le temps. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé aussi les détails, là, les noms des personnages, les personnes qui ont été tuées, ça on l'entend régulièrement, mais les adresses, les noms des policiers enquêteurs, ça c'est des choses qu'on sait pas, et tu me dis que c'est exactement Oui, ça, on que peut c'est aller les véridique. chercher, ouais. Fait que ça, c'est tes études en histoire et en archives qui... Ben, j'avais certaines connaissances déjà parce que j'ai surtout étudié là, Londres, la France, OK. donc, lors de mes études. Donc, j'avais certaines connaissances. J'ai été chercher d'autres livres là, pour les approfondir. Donc, même encore là, au niveau des poubelles dans la ruelle où il va chercher son Oui, premier oui, oui. vortex, je suis allé chercher, c'est vraiment la bonne poubelle Ah du ouais? temps. C'est fait que j'ai été vraiment j'ai fait un bon mois, un bon mois ou peut-être deux même au niveau des recherches pour aller vraiment chercher quelque chose de pointu parce que je suis pointilleux de nature, fait que je voulais pas manquer ma shot. Ça fait qu'au niveau des détails historiques, c'est tout véridique, là. C'est C'est véridique. la romance est alentour de ça, là, l'histoire de... Parce que le personnage, comme le titre le dit, voyage dans le temps. Oui. Il part de l'époque moderne pour aller à cette époque-là. Donc, lui n'est pas de l'époque, mais il s'en va enquêter. Il part Oui. avec, tu appelles ça le vortex spatio-temporel? Oui, avec un vortex spatio-temporel qui avait été créé par mon docteur Chen là-dedans. Chen, oui. Et c'est vraiment là, un petit vortex, une petite boîte sur une sellette là, au début. Il peut se transporter par ce moyen-là. Là, comme les choses évoluent, dans le deuxième, on peut s'attendre à ce que le vortex aussi évolue. Qu'on ait aussi des bugs parce que l'évolution, ça mène pas toujours du bien. Non. Fait que là, on va peut-être avoir quelques bugs. C'est quelque chose là, à découvrir là-dedans. Mais dans le prochain volume, c'est-à-dire, mais dans le volume de Whitechapel, il voyage par vortex spatio-temporel. Puis il y a certains endroits aussi où le vortex est déjà caché dans le passé. Donc, on peut se douter que mes personnages, par exemple, que le Dr. Chen a pu emplacer à certains endroits Et pour il y a voyage. quelqu'un aussi dans l'histoire qui suit le personnage principal dans le passé, lui aussi. Ce personnage-là peut avoir... il peut avoir voyagé précédemment. Oui. On va le découvrir à la toute fin du roman, l'identité de la personne en tant que telle. Mais au début, là, c'est vraiment quelqu'un qui doit suivre l'autre. Mais au tout début, on le présente comme étant une première expérience, comme si jamais personne ne l'avait fait, de ce voyage-là. Là. C'est vraiment d'expérimenter parce qu'il est là en termes, en qualité d'observateur. Oui. Donc vraiment pour observer et donner, rendre compte finalement là, à ses supérieurs que le voyage dans le temps, oui, fonctionne et qui peut suivre à la trace le tueur. Donc, pour les docteurs, c'est quelque chose d'important parce que eux autres aussi, c'est la première expérience qu'ils font chez un être humain. Oui. Ils l'avaient déjà fait là, sur des objets, comme je l'explique. L'être humain, c'est le premier voyageur spatio-temporel connu du monde. Puis on l'avertit beaucoup, ce personnage-là, avant qu'il fasse son voyage spatio-temporel, de ne rien faire qui modifie l'histoire. Oui, il ne va rien changer au niveau de l'enquête. Ouais. On lui a dit de rien changer à ce niveau-là. Cependant, il se passe mon des personnage choses. qui s'appelle John Doe, parce que je veux pas qu'on le reconnaisse,
est quand même quelqu'un d'humain, donc peut avoir peut-être des émotions qui vont se développer là-dedans. Bonne ou pas bonne, ça, on ne sait pas. Mais n'empêche qu'il va un petit peu changer le continuum espace-temps, mais c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'il répare de lui-même. Parce qu'on lui dit et qu'il ne peut pas rien changer dans l'histoire, parce que tout ce qui est écrit dans l'histoire ne doit pas changer cela. Il faut que ça reste comme... Autrement dit, il ne peut pas aller sauver une personne, il ne peut pas... Sinon, on crée un paradoxe, ça n'existera plus. Et par le fait même, il va être pogné dans le passé. Pris dans le passé, il ne pourra plus revenir. C'est ça, il ne pourra pas revenir. Bon, tu nous parles d'une trilogie. Le deuxième de Voyage dans le temps, ça va être où? Le deuxième, on va se télécharger en Asie. En Asie? Période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, fin de la Deuxième Guerre mondiale, une période encore sombre. J'aime exploiter les thèmes plus sombres pour faire relever, pour retirer un petit peu le meilleur là, de l'époque en tant que telle. Est-ce qu'on peut te demander, est-ce que tu es avancé dans l'écriture ou si tu es juste au niveau recherche présentement? L'écriture pour le deuxième volet, c'est terminé. Ah oui? Il reste vraiment là, juste la rédaction là, à compléter, puis encore là, les derniers détails, donc correction, voir si tout ça tient. Au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire que tu as encore besoin beaucoup de recherches historiques. Là. Oui, il y a encore eu beaucoup de recherches qui sont faites justement pour vérifier si c'était fait. Comme dans le premier, dans Whitechapel, pour vérifier aussi si les habits sont conformes, parce que je vais vraiment chercher des trucs plus poussés pour que le lecteur se sente vraiment en confiance lorsqu'il va lire. Pris dedans, là, vraiment, là, qui rentre encore dedans, plus crédible. Oui, j'espère que je vais le rendre plus crédible ou du moins l'égaler. Mais moi, même si on sait que ça se peut pas, là, un voyage, voyage spatio-temporel, je veux dire présentement, on ne sait jamais, mais c'est crédible. Fait en étant crédible, même si c'est quelque chose de retourner dans le passé, on y croit. C'est ça qui est le fun, dans le fond, là, quand tu y crois. Oui, bien, c'est ça. Mon personnage aussi y croit pour pouvoir... pour avoir eu le guts d'embarquer dans l'expérience. Oui, c'était risqué, là. C'était risqué, mais lui, le Dr. Chen, pour lui, c'est son idole, c'est la personne qui va dans ses rêves. Fait que c'était facile pour lui d'embarquer dans l'aventure. Parce que c'était lui. Puis, c'est justement parce que c'est son mentor là, qui est là-dedans. Là. Et il faut dire aussi un petit détail dans l'histoire, moi, qui j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a un des personnages que John Doe va rencontrer quelqu'un qui est l'ancêtre d'un des personnages actuels qui l'accompagne. C'est intéressant, ça aussi. C'est justement pour ça que je voulais montrer les dangers de jouer dans le temps. De jouer dans le temps. On peut, comme justement, je disais, peut-être risquer de révéler du bon, mais aussi du moins bon. Mais il faut corriger pour pas que ça amène de paradoxes. Parce que, un paradoxe, on peut pas se permettre ça dans un voyage spatio-temporel. Parce que là, si ça joue trop dans le passé, ça pourrait faire que des personnages actuels n'existent plus. Exactement. On le voit là, pas au début, là, mais on le voit à un moment donné dans le livre. J'ai trouvé ça intéressant aussi, cet aspect-là. Mais ça, j'essaie de pas trop jouer avec ça. Justement parce que c'est risqué. Oui. Je veux pas que mon personnage non plus, je veux pas le brûler au début. Je vais attendre au troisième volet pour essayer de peut-être... Ça va être toujours le même personnage là, qui va voyager. Ça va être toujours mon même voyageur spatio-temporel. Il va peut-être s'en rajouter d'autres. Fait que l'expérience continue. Fait qu'il faut aussi que je rajoute... faut que je donne du gaz à mon livre. Mais mes personnages qui sont là, ceux qui me donnent encore du gaz peuvent rester dans le livre. Je vais éliminer quelques-uns, mais je suis pas pressé des faire mourir. Non. Je me suis attaché à eux autres. C'est ça que les auteurs disent des fois, qu'ils s'attachent à leurs personnages. Même si c'est fictif... C'est pareil, une partie de nous-mêmes qu'on est là parce que dans nos personnages, il y a toujours des recherches
les recherches qui sont là-dedans. Nos émotions peuvent être là-dedans aussi. Peut-être un peu de toi aussi, là, à quelque part. À quelque part, il y a un peu de nous, je pense. Ben, non, il y a un normal. petit peu de nos aptitudes qui sont dans lui ou dans elle, dépendant si c'est un gars ou une fille. Oui. C'est pas pour ça que c'est dur de faire mourir un personnage. Bon, mais je suis bien contente de t'avoir rencontré. J'espère que les gens vont être contents. Donc, tu nous donnes des nouvelles quand ton prochain volume sort. Parfait. OK. Je donne des nouvelles. Bon, ben, à la prochaine. À la prochaine. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre de Stephen King, auteur bien connu, qui est paru il n'y a pas tellement longtemps. Le titre, c'est L'Institut. C'est un livre de 762 pages, mais ça ne paraît pas. C'est très, très intéressant à lire. Ça commence au début par un passager dans un avion il se dirige vers New York et on a besoin d'une place dans l'avion. L'avion est complet. On a besoin d'une place et on offre un montant d'argent pour que une personne quitte et laisse sa place à quelqu'un, si je me rappelle bien, des services secrets. Et puis, il y a un personnage qui, après avoir fait monter les enchères, décide de laisser sa place et il fait du pouce pour arriver dans un village où il finit par se trouver un emploi de veilleur de nuit. Et là, après cette histoire-là, c'est comme mis de côté. Et là, on voit l'histoire ça va revenir à la fin. On voit l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Luke, qui a 12 ans, qui est extrêmement brillant, qui passe des examens pour entrer à l'université, qui réussit facilement les examens. Donc, c'est un génie exceptionnel. Et à partir de là, il y a des gens qui viennent l'enlever et l'amènent dans ce qu'on appelle l'Institut, où il y a déjà des enfants surdoués qui ont des dons de kinésie, de kinésie et de télépathie. Quand il se réveille à l'Institut, on a reconstitué sa chambre telle qu'elle était chez lui. Tout d'abord, il se pense chez lui, mais il ouvre la porte et dans le corridor, il ne reconnaît rien, là. Ça fait qu'il se rend compte graduellement que on l'a enlevé et il parle avec d'autres enfants qui sont là. Et dans l'Institut où ils sont, eux autres, là, on appelle ça l'avant. Et là, il y a des expériences, des tests qu'on leur fait passer, des examens pour pouvoir pousser au bout, au maximum, leur capacité mentale et leur qualité, là. Et à un moment donné, avec ça, ces tests, ces examens-là, on veut augmenter très fortement leur pouvoir. Et lui, Luke, se lie aussi d'amitié avec une femme de ménage qui a des difficultés financières parce que son mari a des dettes puis que c'est elle qui a comme pour signer pour, qui est obligée de les rembourser. Il y a un ordinateur dans sa chambre, mais il n'est pas capable d'aller partout avec, mais il réussit, parce qu'il est très brillant, à contourner les difficultés pour être capable d'aller consulter n'importe quoi. Et il réussit à aller consulter les règlements concernant les créanciers, à trouver un avocat qui va l'aider. Mais tous les jeunes qui sont dans la section l'avant, leur grande crainte, c'est d'aller dans la partie qu'on appelle l'arrière et de laquelle on ne revient pas. Donc, Luke décide de s'enfuir et la femme qui l'a aidé pour les créances de son mari va l'aider à son tour pour qu'il réussisse à s'évader. Bien sûr, tout le monde va se mettre à sa poursuite parce qu'on ne veut pas que l'Institut soit connu. On ne veut pas qu'on sache ce qui se passe. Et là, le village dont on a parlé au tout début, l'homme et le village dont on a parlé au tout début reviennent dans le décor et ça prend toute l'importance. Je vous laisse le soin de découvrir le reste. Petite pensée, je vous dis, un enfant qui lit sera un adulte qui pense.